zoomITnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom IT News. À la une de l'actualité, des agents de différentes unités de la PNH mènent depuis ce matin une importante opération au bas de Delma, particulièrement à Delma 2, 4 et 6, le fief de Jimmy Chérizier, chef de file de la Fédération de gang G9 en famille et alliés. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution demande aux membres des différents secteurs de rester chez eux le lundi 1er et mardi 2 février prochain à l'occasion des 2 journées de grève visant à dénoncer le phénomène du kidnapping qui appauvrit et endeuille les familles haïtiennes. Comme annoncé, des centaines de travailleurs et travailleuses de la presse ont marché ce jeudi dans les rues de la capitale pour dénoncer les brutalités policières dont sont victimes des journalistes, particulièrement lors des mouvements de protestation contre les régimes PHTK. 5 mois déjà depuis que des criminels ont ôté la vie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Le Conseil de l'ordre des avocats de la capitale continue de réclamer justice tout en dénonçant certains obstacles à l'aboutissement de l'enquête. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Plusieurs dizaines de journalistes ont marché ce jeudi à Port-au-Prince pour dénoncer la brutalité policière dont sont victimes des membres de la corporation dans l'exercice de leurs fonctions. Cette marche, organisée à l'initiative du collectif des médias en ligne, a été un signal lancé par les journalistes aux autorités compétentes afin d'adopter des dispositions pour protéger les travailleurs de la presse qui sont, disent-ils, les gardiens de la démocratie. La marche s'est déroulée sans incident majeur. Reportage Pierre-Philor Saint-Fleur. Vêtus pour la plupart d'un t-shirt blanc arborant le slogan « Journaliste, c'est gardien liberté ». Les consoeurs et confrères journalistes ont marché jeudi 28 janvier dans la capitale haïtienne pour dire non aux brutalités policières dont ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. La marche a débuté sur la place du Marron Inconnu au Champ de Mars. Le cortège a vite pris la direction de l'avenue John Brown, passant par les avenues Martin Luther King et La Martinière pour aboutir sur la place de la Constitution au Champ de Mars, avec des messages écrits sur des pancartes et une banderole disant non à la brutalité policière envers les journalistes. Sur le parcours de la marche, plusieurs messages ont été délivrés devant des institutions comme l'Office de la protection du citoyen à la LU et devant le Réseau national de défense des droits humains à la Ruelle Rivière. Les journalistes ont été clairs dans leurs revendications. Maintenant, dans lettre ça, nous écrit au PCA, c'est un souci pour nous faire, pour nous montrer la nécessité qu'il y a pour être capable de protéger les journalistes, voyager sur les journalistes. Tout le monde, tout journaliste victime net, quel que soit dans les médias, qui tout est dans les médias en ligne, qui tout est dans les médias traditionnels, et nous sommes capables de victimes. Parce que nous faisons travail, nous presque même gens. Des journalistes qui servent avec caméra, des journalistes tout qui servent avec téléphone. Maintenant, je dis à là, les journalistes ne sont pas représenter un danger pour les policiers. Nous demandons à tous les journalistes pour nous toujours faire une chaîne de solidarité, nous soucier une victime pour la corporation en campé. La mort d'un journaliste, c'est la mort de tout journaliste. C'est vrai, Néhémie Joseph Allen, c'est vrai, nous pas les gagnants, mais après, demain, c'est qu'à moi, c'est qu'à où, c'est qu'à l'autre. Donc, pas aucun monde qui est exempt de ça qui a passé là. Brutalité policière qui a frappé n'importe qui journaliste, quel que soit le niveau. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, se dit solidaire des journalistes qui exigent la jouissance de leurs droits relatifs à l'accès à l'information. Un droit garanti par la Constitution et la Convention interaméricaine des droits humains, a rappelé Pierre Espérance. Comportement de la police gagné avec les journalistes, avec la presse là, surtout jour et mercredi 20 janvier 2021, li révoltant, li inacceptable.
li pas normal pour moun ap manifester, yo prend la rue pendant yo ap rassembler yo et puis la police a voyé gaz lacrymogène sur yo, li tire sur yo et gen moun qui victime, gen journaliste pour pipiti, gen 8 moun qui étaient victimes jour 20 janvier 2021. Les journalistes ne sont pas des cibles pour les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes là pour informer la population sur tout ce qui se passe au niveau de la société, a clamé la journaliste Luni Joseph. Elle en a profité pour rappeler que les journalistes sont les défenseurs des policiers qui ont souvent utilisé leurs micros et caméras pour faire passer leurs revendications. Article 28-1, article 28-2 qui bat nous garantit ça, qui bat nous droit ça pour nous faire travailler. Donc nous ne pouvons pas faire travail pour nous montrer nous en face de la police non, parce que la police n'a pas touché, journalistes là. La police besoin de ticket, journalistes là. Tout ça qui vient c'est nous-mêmes qui là. Donc nous devons comprendre cette bataille nous pas en face de la police. Nous seulement venons rappeler devant OPC pour demander OPC pour responsabilité. Mandez la police pour nous s'il vous plaît. Mandez Léon Charles s'il vous plaît. Par la moun qui dans la rue pour quitter les journalistes faire travail et journalistes surtout qui font travail professionnel bien sûr. Les journalistes doivent être professionnels parce que la population compte sur eux et c'est peut-être ça nous présent pour nous rappeler la police. C'est pas possible non, nous là pas parce que nous en face non, mais pour nous dire que nous manquons pour souffler dans mêle. Dans le cortège, des anciens et jeunes journalistes ont délivré le même message. Que ce soit devant le bureau du secrétaire d'État à la communication à l'avenue Lamartinière, devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sommer ou sur la place de la Constitution au Champ de Mars pour le message final. Signalons que plusieurs confrères et consoeurs journalistes ont été blessés par balles et bastonnés ces derniers jours dans le cadre de la couverture des manifestations organisées par l'opposition pour exiger le respect de l'article 134-2 de la Constitution, fixant, selon eux, la fin du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février prochain. Il faut dire que la marche de ce jeudi s'est déroulée sans incident majeur. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, Port-au-Prince. Des agents de différentes unités de la PNH mènent depuis ce matin une importante opération au bas de Delma, particulièrement à Delma 2, 4 et 6, le fief de Jimmy Chérizier, chef de file de la Fédération de gangs G9 en famille et alliés. La circulation a été totalement paralysée dans cette zone et dans d'autres endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Par ailleurs, une vive tension a régné dans l'après-midi de ce jeudi au bas Delma, particulièrement à Delma 2, Delma 4, Delma 6 et Delma 18, fief des gangs, on vous l'a dit, de la coalition G9 en famille et alliés. Cette situation est survenue au moment d'une opération de plusieurs unités spécialisées de la police nationale pour déloger les bandits de ces quartiers réputés chauds de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon certaines informations. Des tirs sporadiques ont été entendus dans toute la zone pendant plusieurs heures. La circulation des véhicules a été paralysée dans cette artère reliant plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, avait constaté Zoom IT News. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution intensifie la mobilisation de grève générale lancée pour les 1er et 2 février prochains. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le coordonnateur général du mouvement unifié des transporteurs haïtiens justifie l'organisation de cette grève par la recrudescence de l'insécurité qui n'a pas cessé de faire des victimes dans le camp des chauffeurs de transport. Duclos bénissois demande avec insistance à tous les secteurs de la vie nationale de cesser toute activité où tout le monde est censé rester à la maison afin de forcer le régime PHTK à fermer la vanne du kidnapping. Dans la foulée, Dominique Saint-Éloi, coordonnateur du Central national des ouvriers haïtiens, invite toutes les couches de la population à se mobiliser afin de forcer Jovenel Moïse à respecter la constitution du pays. Suivez leur déclaration. Et nous venons là, contrairement à ça, mon abdi, pour nous confirmer et reconfirmer que le mot d'ordre de grève est bel et bien maintenu pour le 1er et 2 février cap venir là. En pile de syndicats qui parlent là, parce qu'il y a papier un peu partout, dans la motivation à l'autre groupe, et chauffeurs et organisations, mais qui quand même éventuellement capable de venir. N'a rappelé l'objectif de grève là. Nous vivons dans un pays côté que personne, par exemple, il y a un ensemble de actes qui fait particulièrement sous transporteurs que non seulement nous avons dénoncé ça qui fait sous l'autre monde, mais nous avons dénoncé tout ça qui fait sous transporteurs. De 2020 pour arriver là, nous dit qu'il y a une vingtaine de chauffeurs qui sont kidnappés
et motocyclettes yo dépassé 20. Non seulement yo prend chauffeur moto yo, il là de tuer, couper tête yo et moto yo mais pas jamais joindre. Non ouais, si moun a kidnappé, grand moun a kidnappé, professeur kidnappé, avocat kidnappé, journaliste kidnappé, même policier kidnappé obligé à payer rançon pour libérer. Nous disons ça c'est trop patent. Nous avons fait un mouvement sporadique, mouvement isolé, mais je ne dis à tout secteur ça va mettre ensemble pour nous capables faire 2 journées de grève pour nous dire fermer 20 kidnapping ça. Voilà pourquoi nous lançons un vibrant appel à chauffeur moto qui a victime chaque jour, chauffeur machine qui a victime chaque jour, pasteur qui a victime. Hier encore il y a un pasteur au Caille. Une dame là qui a kidnappé là un petit monde. Et nous tendons en voice que tu dis si au pas de la venir à venir sous pile fatra dans bisotenay. Yo kidnappé les prêtres catholiques. Yo kidnappé c'est l'église en dans la caille, entrant dans la caille moun yo kidnappé. Kidnappé avocat, kidnappé médecin, kidnappé journaliste, comme nous te dit, kidnappé élèves, étudiants, gros commerçants, petits commerçants, ingénieurs, employés l'État, employés publics, tout le monde ça maçon, même moun qui fait petit saucisse dans la rue. Yo kidnappé, ça veut dire pas de monde qui est exempt dans la question kidnapping. Voilà pourquoi nous levons voir nous pour nous dire non. Et heureusement, nous entendons le président dire lui-même, il parle de kidnapping, mais nous dit président il en grève. Nous avons des gens qui manifestent, Dieu pas pour kidnapping. Si on pas pour kidnapping, ça veut dire son grève qui déjà réussi à 100%, parce que tout le monde en général dit, Dieu pas de kidnapping. Voilà pourquoi nous demandons magasins, et l'école, l'université, pompe gasoline, fermez porte nous 1er 2 février pour nous prouver l'État que nous tous haïtiens nous mettons ensemble pour nous couper question kidnapping dans le pays. En bon entente. Syndicat haïtien pour respect constitution 1987 amendé. Je dis à nous venir confirmer des journées grève générale à travers tout le pays que nous lançons pour respect constitution contre kidnapping, contre insécurité généralisée qui est la journée aujourd'hui. Et nous viendrons dire encore avec tout secteur qui ramasse grève là, des journées de grève 1er à 2 février 2021, l'Ikembe sous tout le pays. Et nous demandons avec ouvriers factorio, rester la caille nous. Nous demandons patron usine factorio, fermer usine yo. Nous demandons avec toute entreprise, tant que pompe gasoline yo, banque yo, et moun qui gagne et hôtel, restaurant yo, nous demandons ouvriers, tout le monde qui travaille yo, ça qui fait des nuits, tout été fait des nuits. Et des journées de grève ça, c'est une grève, c'est des journées de grève qui ont pour objectif contre insécurité généralisée qui est dans le pays. Là-dedans, kidnapping, qui c'est un phénomène, qui c'est un gros pichon, qui vraiment pas épargné aucun secteur dans le pays. Patron victime, ouvrier victime, moun quartier populaire victime, paysan victime, professeur l'école victime, syndicaliste victime, moun propriétaire l'école yo victime, toute qualité moun victime et élève l'école yo pour diable yo victime. Ça grave oui, pour avec petit tout, ou mener l'école et puis pour nèg paraître yo dou comme ça balti moun nan. Et puis après ça pour yo relo pour négocier l'argent que ou pas gagner. Nous aujourd'hui à nous-mêmes secteur syndical là à travers collectif haïtien, collectif syndicat haïtien pour respect constitution, nous demander avec tout secteur qui est organisé, qui n'est pas organisé, vin porter solidarité pour réussir des journées de grève ça. C'est une grève qui n'a intérêt nous. C'est une grève fondamentale que nous avons fait la journée aujourd'hui. C'est une grève pour sécurité famille nous. C'est une grève contre kidnapping. Kidnapping non, li bay toute qualité de problème. Il faut souffrir psychologiquement. Journée aujourd'hui alors mettez corps dans la rue, journée aujourd'hui c'est leur entrée, famille ou espoir sur vous. Nous demander avec paysans yo, nous demander avec ouvriers yo, moun quartier populaire yo, porter coller dans des journées de grève ça. Mobilisation ça, li gen là dans tout pour respect constitution. Ça veut dire respect constitution, li gen là dans et article 134-2 constitution qui veut dire que le peuple haïtien a un rendez-vous le 7 février 2021
avec le gouvernement qui dans tête pays. Ça veut dire, peuple haïtien, nous avons façon que pouvoir ça, li passer droit nous en bas pied, li passer constitution en bas pied. Moi, demandez-nous, venez pour te coller. Le président Jovenel Moïse continue de décrocher des flèches en direction notamment des responsables politiques de l'opposition, accusés d'être en panne de discours pour mobiliser des foules. Ils ont dû recourir à la violence, à laisser entendre le chef de l'exécutif qui dit, une fois de plus, s'opposer à la mise en place d'un gouvernement de transition. Jovenel Moïse a fait ces déclarations à l'occasion de la 5e journée de l'économie qui s'est déroulée autour du thème « Constitution et élections » pour une bonne gouvernance économique. La situation actuelle de la gouvernance économique du pays est préoccupante, a dit de son côté le Premier ministre Joseph Joute, qui a justement fait un état des lieux. Le chef du gouvernement haïtien a relevé un ensemble de défis liés à cette question. Cette 5e journée de l'économie dédiée au thème Constitution et élections pour une bonne gouvernance est d'un intérêt capital pour le pays. Car, pour répéter Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la bonne gouvernance est le chemin le plus sûr pour finir avec la pauvreté et soutenir le développement. Il s'agit de rendre l'action publique plus efficace, plus proche du grand public, plus proche de l'intérêt général et donc plus légitime. S'agissant du domaine économique, la bonne gouvernance se réfère à la capacité de l'État de mettre en place des mécanismes de régulation et des institutions qui favorisent la croissance, la réduction de la pauvreté et donc le développement. En effet, dans le cadre de cette présentation, il m'échoit l'honneur de faire un bref état des lieux de la gouvernance économique en Haïti, plus de 3 décennies après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1987, et de présenter les actions engagées par mon gouvernement en vue de redresser la situation. Entre les dispositions constitutionnelles de 1987 et les choix réels, en matière de gouvernance économique, la Constitution de 1987 a consacré tout un chapitre à l'orientation globale de l'économie. Au terme des articles 245 à 252, les grands choix faits par la Constitution de 1987 sont la liberté économique, entendue comme libre choix et libre exercice de toute activité économique, la protection de la libre entreprise pour accroître la richesse nationale, la répartition de cette richesse au plus grand nombre, la priorité à l'agriculture comme source principale de la richesse nationale et sa protection, la possibilité pour l'État de créer des entreprises de production dans les secteurs stratégiques, l'interdiction de monopoles dans le secteur privé, etc. Sur le plan du climat des affaires, Haïti n'arrive pas à créer un environnement propice à l'investissement. C'est regrettant d'apprendre que nous sommes le pays de la Caraïbe le moins attractif en matière d'investissement étranger, alors que le pays a besoin de capitaux frais pour son développement. Ricardo Setenfus, en 2015, a fait remarquer que sur une liste de 145 pays préférés par les investisseurs étrangers, Haïti occupait la place de, le 144e place. Les principaux problèmes qui détériorent notre climat des affaires sont l'instabilité politique et gouvernementale, l'insécurité foncière, la vétusté du cadre légal des affaires qui comprend un ensemble de lois éparses et confuses, l'instabilité macroéconomique caractérisée par la non-maîtrise de l'inflation, du déficit budgétaire et l'instabilité du taux de change. Sur le plan de la gouvernance économique locale ou territoriale,
Nous notons l'inadéquation entre les compétences transférées aux collectivités et des ressources qui leur sont allouées, qui ne sont ni stables ni prévisibles. Au lieu de noter, alors il y a lieu aussi de noter la non prise en compte de la fiscalité locale de manière rationnelle dans le budget de la République et dans les différents textes à caractère financier. Sur le plan de la gestion de l'aide externe, les défis d'aligner l'aide sur les priorités nationales et d'arriver à contrôler l'intervention des ONG qui affaiblit progressivement l'État au lieu de le renforcer. À l'initiative de l'Université Quisqueya, une conférence débat a été organisée ce jeudi. Les débats ont été portés sur les décrets de Jovenel Moïse portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Des décrets qualifiés d'illégaux par les panélistes. L'ancien ministre de la Justice, Maître Bernard Gousse, qui participait à cette activité, voit dans ces décrets des velléités dictatoriales du président de la République. Reportage, Emmanuel Paul. Est-ce donc le triste destin de notre État que d'engendrer les Zinglins de Soulouk, les Macoutes de Duvalier, les attachés de Cédras, les chimères d'Aristide et les Anis de Moïse? Autant de vers nécrophages qui se nourrissent des cadavres des citoyens trop bavards, des cerveaux ayant commis le péché de simplement penser. Comme si la vie chez nous n'était pas suffisamment infernale. Voilà comment l'ancien ministre de la Justice, Maître Bernard Gousse, décrit l'Agence nationale d'intelligence créée par Jovenel Moïse. Pour le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Quisqueya, l'ANI est donc une institution omnipotente au pouvoir illimité qui ne ferait que saper les bases de la démocratie haïtienne. La totale liberté accordée à l'ANI lui confère un pouvoir de surveillance extraordinaire dans la plus complète impunité et irresponsabilité, ce qui menace gravement la liberté des citoyens en contradiction flagrante avec les instruments internationaux ratifiés par Haïti, notamment le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, la Convention interaméricaine des droits de l'homme et la Constitution elle-même. Suivant les prescrits du décret portant création de l'ANI, les agents de cette institution reçoivent une protection absolue, ce qui n'est pas le cas pour les autres officiers juridiques reconnus par la Constitution de 1987, a critiqué Maître Bernard Gousse, qui voit dans ce décret des velléités dictatoriales du chef de l'État. En écoutant les charabia du Charles-Oscar de service, qui s'époumonnent à justifier l'injustifiable, je ne peux m'empêcher d'entendre le cliquetis des clés du geôlier dans les couloirs de Fort Dimanche, ou les semelles cloutées du soldat dans les cachots des casernes des Salines. Les fantômes des disparus de ces lieux sinistres nous soufflent de leurs tombes inconnues que le pouvoir absolu et incontrôlé conduit au bâillonnement des voix critiques, à l'embastillement des opposants, au meurtre des innocents. Camoquin hier, terroriste demain. Deux mots prétextes pour la même ignominie. Pour la représentante du RNDDH qui participait à cette activité, les deux décrets portant création de l'ANI sont illégaux. Ces décrets ne tiennent pas compte de la réalité du pays, a déclaré Maître Rose Auguste. L'attention a été attirée par l'arrestation, je dirais, de l'ex-sénateur Nenel Kassi. Mais entre-temps, ce qu'il y a eu aussi comme événement, c'est qu'au niveau de Petit-Goâve, il y a 10 personnes au moins qui se trouvaient dans un véhicule de transport public qui ont été arrêtées parce qu'elles se rendaient à la manifestation. Il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été sommées de retourner à Port-au-Prince parce qu'elles avaient affirmé qu'elles se rendaient dans le département d'Eni pour aller participer à cette manifestation antigouvernementale qui était planifiée. Il est clair que ces deux décrets sont
illégaux. Ces deux décrets ne tiennent pas compte de notre réalité en tant que peuple. Et aussi, il est clair que nous avons pour obligation de nous insurger contre ces deux décrets et demander purement et simplement leur abrogation. C'est aussi l'avis de maître Franz Gabriel Néret qui croit que ces décrets souffrent d'un déficit de légalité. Si on doit regarder ces immunités, je dirais que je suis surpris de voir qu'un simple agent de l'ANI reçoit une protection qu'aucune autorité de poursuite, aucune autorité d'instruction, aucune autorité de jugement n'a jamais eu dans notre justice pénale. Aucun d'entre eux n'a bénéficié de cette protection. Et on parle d'un simple agent. Cette immunité, elle devient pour nous un passeport pour une violation des droits humains. D'autres personnalités du monde de la basoche qui participaient à cette conférence débat ont également fustigé le comportement du chef de l'État, Jovenel Moïse, qui n'a pas caché sa volonté de réduire au silence ses opposants politiques. Il en a d'ailleurs fait la démonstration avec la brève arrestation jeudi dernier à Miragouane de l'ancien sénateur Nenel Kassi et la répression systématique de toute manifestation de rue. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. 28 août 2020, 28 janvier 2021, 5 mois déjà depuis que des criminels ont ôté la vie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Le Conseil de l'ordre des avocats de la capitale continue de réclamer justice tout en dénonçant certains obstacles à l'aboutissement de l'enquête. La bâtonnière Marie-Suzy Legros évoque notamment le refus non seulement des instances compétentes de fournir les moyens nécessaires au juge Renaud Régis pour qu'il puisse mener à bien son instruction, mais aussi du président Jovenel Moïse d'instituer la commission internationale d'enquête indépendante. Maître Legros appelle la population à signer la pétition mise en circulation pour forcer les autorités concernées à mettre tout en œuvre afin que toute la lumière soit faite sur la disparition tragique de maître Montferrier d'Orval. Le comité de mobilisation de la direction politique de l'opposition dans la commune de Carrefour condamne l'attitude des autorités gouvernementales face aux actions des bandits qui transforment la commune en un bastion de kidnapping depuis plusieurs semaines. Selon les responsables, plusieurs citoyens, dont des élèves et des dirigeants d'église, ont été enlevés dans la commune et d'autres non relayés à travers les médias, fait remarquer l'un des responsables de cette structure, Jean-Hérold Hippolyte. Le comité de mobilisation de Carrefour dénonce le silence des autorités devant la fermeture de plusieurs écoles de la commune à cause de l'amplification du kidnapping. Une marche est prévue demain vendredi dans la commune de Carrefour pour exiger des autorités des mesures sans délai afin de stopper le kidnapping dans le pays selon la DIRPOC. Suivez les déclarations de Jean-Hérold Hippolyte. Conférence de presse ça, matin, l'inscrit dans une double perspective. D'une part, c'est dénoncer implication pouvoir dans les actes d'insécurité qui ont passé dans le pays. Et demander à la population pour que lui assume responsabilité par rapport à pouvoir ça. Et d'autre part, lui inscrit dans le cadre de mobilisation générale qu'a faite à travers la République tout entière et particulièrement dans la commune Carrefour pour dénoncer non seulement les actes d'insécurité, mais aussi les actes de kidnapping. Parce que pendant ces dernières semaines, Carrefour est devenu un véritable foyer de kidnapping. L'ancien maire de Carrefour, Yvon Jérôme, également appelle à la poursuite de la mobilisation citoyenne pour le respect de l'article 134.2 de la Constitution. Yvon Jérôme insiste sur le fait que les élections ayant conduit Jovenel Moïse au pouvoir ont été réalisées en 2016. Sur cette base, la Constitution est claire, dit-il, précisant que Jovenel Moïse doit admettre que son mandat arrivera à terme le 7 février prochain. Jovenel Moïse est une honte pour la classe moyenne et pour les citoyens de la commune de Carrefour, notamment, fait remarquer l'ancien maire Yvon Jérôme, soulignant les nombreux décrets illégaux et liberticides pris par le chef de l'État à la suite du dysfonctionnement du Parlement. Suivez les déclarations de l'ancien maire de Carrefour, Yvon Jérôme. Reste mandat, restant et qui pouvons en place dans l'été, li symboliser
par le kidnapping. Le président a dit, ti reste là pour le peuple, là, et dans la logique, ti reste là pour le peuple, là, il est évident que non seulement il prouve le contraire, non seulement la conseil de décret tête chargée, regardez là, moun déjà pas de cas jouer un passeport, mais nèg yo sorti un décret yo monter comme passeport bien haut sous prétexte pour y a bail service. Pendant ce temps, un peuple qui finit net en matière de misère économiquement, question kidnapping fin ravagel. Mais en réalité, président Jovenel rivé dans tête magistrature suprême pays, lui-même encore lui reconnaître à partir de discours de remerciement, lui reconnaître que lui rivé dans tête pouvoir c'est à partir des élections de 2016. Et maintenant de la presse pour question de mémoire, on fait tant de voix président qui reconnaît 2016. La Constitution dit 5 ans à partir de cycle électoral, c'est chaque 5 ans. Bon, si c'est dans l'élection 2016 ou élu, comment pour ta faire finir mandat en 2022? Ou passer toute période, tout momentum pour ta mettre actualité, focus sur question élection yo? Et puis, catégoriquement, ou pas joindre que ou pas jamais faire élection ni pour renouveler tiers Sénat qui va le finir, ni pour renouveler chambre députation, encore moins pour renouveler collectivité qui va le faire en même temps que présidentielle pour la kounya là, c'est nos périodes d'installation et de respect constitution. Nous même dans Kafou. Nous dit Jovenel qui sorti même côté avec nous pendant un bon bout de temps qui était dans Kafou. Monsieur, c'est honte génération, monsieur, c'est honte classe là, monsieur, c'est honte par le fait que comme petit Sorette qui vient dans le niveau lien et que le complètement échoué sans bilan. Et c'est ça fait, nous dit au niveau Kafou, nous assumons responsabilité parce que nous toujours dit zone pas fait monde, c'est monde qui fait zone. Bon, situation présentée dans Kafou, nous là, nous kembe mobilisation et respect constitution, nous redisons encore une fois, 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse, fini! Un calme apparent a été constaté dans la cité de l'Indépendance après plusieurs jours de tension. Toutefois, le centre commercial des Gonaïves était pratiquement dysfonctionnel. Certains petits commerçants bravaient le danger d'ouvrir leurs portes, mais très peu d'acheteurs étaient remarqués. Reportage, Ronel Paul. Bien plus calme qu'hier, les activités n'ont toujours pas repris totalement aux Gonaïves. Aujourd'hui encore, le centre commercial de la cité de l'Indépendance était fermé. Endettés, certains petits commerçants étaient obligés d'étaler leurs marchandises malgré les risques sécuritaires. Marché a toujours fermé, mais autorisation pas bloqué le net passé moi-même. Ma petite pour lever ça, problème pour moi parce que 4 petites, yo l'école, yo pas manger, yo pas prendre qu'on y a là. Bon malgré ça, je lui dis au bagaille, apprécier. Voyez, ça on va apprécier. Parce que il y a des gens, ils ont plus de sous pour là, pas de matin. Quelques temps, parce que bon, je ne vais pas 5 jours là. Voyez qu'on y a la même là, quand on va là, quand on va bagaille la même. Merci un peu. Merci un peu. Ma question posée pour nous. Non, m'baye. Merci avec. Même journaliste pas fait marché. Non, c'est que ça que pour. C'est qui m'a pour nous. Les gars m'ont pour moi. Les commander pour nous. Je vais pas marcher. Les commander pour moi parce que nous bizarre. Il y a beaucoup de cette Comment nous y Merci. Capable de manquer. Nous faut ouais. On va camper de loin pour nous dire et marcher à l'y fermer. Nous faut ouais justement. Au cours de ces 4 dernières années, Gonaïves était plutôt calme. Mais la tension monte à l'approche de la date fatidique du 7 février 2021 et la situation s'est rapidement détériorée après que les forces de l'ordre ont tenté lundi dernier de mener une intervention dans le quartier populaire de Raboto, opposé au pouvoir en place. Cette intervention ratée avait fait plusieurs victimes, dont un élève blessé par balle. Ronel Paul, Gonaïves, Zoom Haïti News.
À l'échelle internationale, au Portugal, c'est le chaos absolument. En moins de 24 heures, plus de 300 morts et 16 000 contaminations ont été enregistrées ce jeudi. Ce qui fait du Portugal le pays ayant le plus grand nombre de cas par habitant dans le monde de coronavirus. Emmanuel Paul nous en dit plus. Au Portugal, c'est le chaos. En moins de 24 heures, plus de 300 morts et 16 000 contaminations ont été enregistrées ce jeudi. Ce qui fait du Portugal le pays ayant le plus grand nombre de cas par habitant dans le monde. Cette situation déjà chaotique pousse les autorités à durcir les mesures de restriction. Les déplacements jugés non essentiels à l'étranger ont été interdits. Une disposition qui entrera en vigueur ce week-end selon le gouvernement portugais. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, le Portugal avait déclaré l'état d'urgence sanitaire. Une mesure nettement insuffisante pour contrer la propagation inquiétante de la pandémie. Conscient de cette situation, le Premier ministre portugais se prépare à lancer un appel à l'aide d'urgence à la communauté internationale. Un appel qui risque de ne pas être entendu vu que la grande majorité des potentiels bailleurs sont eux-mêmes en difficulté. C'est le cas notamment de l'Allemagne qui a enregistré une résurgence dans le nombre de cas de contamination. Et pour y faire face, Berlin s'apprête à fermer partiellement ses frontières avec certains pays tels que le Portugal, le Royaume-Uni, le Brésil et l'Afrique du Sud, entre autres. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur qui a déclaré, nous citons, « Au regard des informations qui nous parviennent, nous n'attendons pas de solutions européennes qui correspondent à nos idées dans un futur proche. » Fin de citation. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. La page sportive du journal, c'est maintenant avec Charilien Jambi. Parlons sport, bienvenue. Le Don Bosco Football Club a confié son destin à Paulin Jean et Canès Jean-Charles, présenté hier mercredi comme nouveau coach du club après le licenciement de Nato Chrysostome Junior. Deux personnalités qui connaissent très bien la maison. Paulin Jean, ancien défenseur et coach de l'Aigle Nord AC, avait travaillé comme adjoint de Nato Junior, tandis que l'ex-défenseur central Canès Jean-Charles vient tout juste de prendre sa retraite sous les couleurs jaune et noir. L'extension de contrat de ce duo dépendra des résultats du club. Un joueur portant les couleurs du Don Bosco peut avoir une rémunération atteignant 42 000 gourdes sur un mois. Le manager général du Don Bosco, Maître Richelieu Deristil, a précisé toutefois que cela varie en fonction des résultats de l'équipe et de la performance du joueur. Concernant le staff technique, le budget mensuel en salaire ne dépasse pas les 70 000 gourdes, toujours selon les précisions du GM qui a tenu à faire remarquer que le Don Bosco agit au respect de la grille salariale du marché. Son système de payroll qui est bipartite. Okay? Au lieu que nous ayons 11 joueurs, que nous payons 30 000, 50 000, 40 000 les postes de la carrière, et de l'autre nous payons 10 000, 20 000, nous décidons de mettre tous les joueurs dans une fourchette qui allait pour Piba. Piba c'est 10 000 gouttes, Kiwo c'est 25 000 gouttes. Fixe. C'est ça que je dois faire. Maintenant, nous décidons d'augmenter, doubler, même tripler, prime de match. Au prime abord, dans le temps, dans Bosco, il y a un système de prime de match qui est de groupe, qui est 1500 gouttes par joueur. Mais à condition que nous battons match là. Sinon, il y a quelques matchs exceptionnels, nous avons décidé de doubler prime, etc. Mais ordinairement, c'est 1500 gouttes par match gagné que tout joueur fait. Mais dans le nouveau système de rémunération, nous décidons de primes individuelles sous base performance qui peut aller jusqu'à 5 000 gouttes. Donc, un joueur qui a fait 5 000 gouttes de prime dans un seul match, ou qui a fait 4 000 gouttes, ou qui a fait 3 000 gouttes, ou qui a fait 2 000 gouttes, ou qui a fait 1 000 gouttes comme prime de match. Donc, on comprend qu'avec ce système, ça permet de deux joueurs qui doublent le salaire dans 2 mois. Ça me fait comme salaire fixe. Donc, aisément, dans un mois, nous battons 4 matchs, nous battons 3 matchs, le salaire est gagné de doubler dans prime de match. Parce que imaginez, on est pour une possibilité de faire 5 000 gouttes comme prime de match. Nous battons 4 matchs. Ça déjà fait 20 000 gouttes pour moi. Moi, je compte 2 joueurs qui font 15 000 gouttes de prime dans un mois.
qui fait 16 000, qui fait 17 000 gouttes de prime. Donc il y a des joueurs qui font plus que salaire en termes de prime que de salaire de base. Mais ça nous dit là, énoncer nous là, c'est comme que je vais faire des cas net. Mais qui tout jouer, qui tout pas jouer. Nous partions à ça avec nous. C'est le salaire de base. Mais maintenant, en fonction de ta performance, en fonction de la performance de l'équipe, il y a des possibilités pour faire plus comme toujours. Et pour salaire ou même doubler pour moi. Donc c'est sous ça, c'est un point qui est très important pour nous. Quand je te dis qu'un joueur de Don Bosco fait 25 000 gouttes de salaire, si le cas de n'importe quel là, montrez-nous, c'est pas. Il est difficile. C'est seulement en pré-saison qu'il a fait salaire flat. Mais après ça, dès qu'on est en compétition, salaire est toujours monté. Il y en a qui fait 30 000, il y en a qui fait 28 000, il y en a qui fait 40 000, il y en a qui fait 42 000 gouttes de salaire, de rémunération. Là, pas salaire, mais plutôt rémunération non moins. Voilà. Un club qui évolue dans le secteur, nous oblige à accommoder nous à la tendance du marché. Avant que nouveau staff ça, a embauché lui, moi je prends le soin pour me garder sur le marché qui structure salariale staff technique. Et en général, moi c'est de salaire 50 000 gouttes, 60 000, $1,000 américains, 70 000 gouttes. Donc nous-mêmes nous étions dans la fourchette du marché. Donc pour tout ça technique. Donc nous pas un traitement qui 3 fois, 2 fois, ne tourne pas. Qui 3 fois, 2 fois plus, ni 3 fois, 2 fois moins. On est dans la fourchette du marché parce que nous avons gris salarialement chez nous. Le Don Bosco espère retrouver les playoffs. La série de fermeture de la D1 doit débuter fin février. Football anglais, Manchester United a été éjecté du trône de leader de la Premier League après sa défaite surprise devant Sheffield United, dernier au classement 1-2 à Old Trafford mercredi. Manchester City reste aux commandes après sa balade 5-0 contre West Brom. Man U retrouve Arsenal ce week-end, Man City défie Sheffield. Ce jeudi, Tottenham a été surpris par Liverpool dans le choc de la 20e journée. Les Reds se rapprochent du podium. En Italie, les affiches du dernier carré de la Coupe sont connues. La Juventus de Turin sera opposée à l'Inter Milan. L'Atalanta de Bergame affronte le Napoli. Ce sont pratiquement les 4 meilleures formations de la Serie A qui vont se retrouver. Cela promet d'être électrique. La Fédération internationale de l'histoire et de statistique du football, IFFHS, a publié le 11 type de la dernière décennie. Ce 11 fait la part belle au Real Madrid. Le club espagnol y place 4 représentants, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric et Toni Kroos, en plus de Cristiano Ronaldo qui a porté les couleurs de la Maison Blanche de 2009 à 2018 avant de traverser à Turin. Le Bayern Munich compte 3 représentants, Manuel Neuer, Philippe Lahm et Robert Lewandowski. Le reste est composé de 2 pensionnaires du FC Barcelone, Iniesta, puis Messi et Virgil van Dijk de Liverpool. L'équipe de la CONMEBOL est dominée par les Brésiliens et les Argentins, avec Neymar et Messi en tête d'affiche. L'intro se nomme Paolo Guerrero. Le Péruvien est préféré aux Uruguayens Suarez et Cavani en attaque. Pour en débattre, voici le 11. Défense, Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Javier Mascherano, Marcelo. Milieu, Casemiro, Di Maria, Messi. Attaque, Neymar, Agüero, Guerrero. Naomi Osaka intègre le monde de l'entrepreneuriat. La tennis roumaine japonaise d'origine haïtienne a fait l'acquisition de North Carolina Courage, un des plus prestigieux clubs de football féminin américain, champion en 2018 et 2019 du championnat de soccer féminin des États-Unis. Le montant n'a pas été divulgué. Naomi Osaka, 23 ans, entend ainsi retourner l'ascenseur à ses pères athlètes féminines après avoir autant reçu de la gente féminine assure-t-elle. Cet investissement augmentera à coup sûr son aura en dehors du circuit. La triple championne de tournoi de Grand Chelem est la tête féminine la mieux payée de l'histoire avec 37,4 millions de dollars récoltés en prize money et contrats de sponsoring sur l'année écoulée, selon le magazine Forbes. Elle a embrassé le mouvement Black Lives Matter pour dire non au racisme contre les Noirs dans le monde. Naomi Osaka représente actuellement plusieurs équipementiers et marques de luxe dont Nike et Louis Vuitton. La fille de Léonard François est l'une des principales attractions de l'Open d'Australie, prévue du 8 au 21 février prochain. NBA, les Lakers ont chuté sur le parquet des Philadelphia Sixers 107-106 mercredi soir et ne sont plus la meilleure équipe de la ligue.
Les coéquipiers de LeBron James n'ont pas tenu en concédant un panier de Tobias Harris dans les ultimes secondes. Utah Jazz s'en est réjoui. En enregistrant une 10e victoire de suite contre Dallas 116-104, le Jazz dépasse les Lakers. Succès également de Brooklyn, son 3e de suite avec son Big Tree, dominant Atlanta Hawks 132-128 en prolongation. 32 points pour Kevin Durant, 31 pour James Harden, 26 points pour Kyrie Irving. Golden State et Milwaukee se sont également imposés dans la dernière soirée de la NBA. C'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Des agents de différentes unités de la PNH mènent depuis ce matin une importante opération au bas de Delma, particulièrement à Delma 2, 4 et 6, le fief de Jimmy Chérizier, chef de file de la Fédération de gang G9 en famille et alliés. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution demande aux membres des différents secteurs de rester chez eux les lundis 1er et mardi 2 février prochains à l'occasion des 2 journées de grève visant à dénoncer le phénomène du kidnapping qui appauvrit et endeuille les familles haïtiennes. Comme annoncé, des centaines de travailleurs et travailleuses de la presse ont marché ce jeudi dans les rues de la capitale pour dénoncer les brutalités policières dont sont victimes des journalistes, particulièrement lors des mouvements de protestation contre les régimes PHTK. 5 mois déjà depuis que des criminels ont ôté la vie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Le Conseil de l'ordre des avocats de la capitale continue de réclamer justice tout en dénonçant certains obstacles à l'aboutissement de l'enquête. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. D'ici là, restez toujours branchés Zoom IT News sur Facebook, YouTube et Twitter. Sur nos plateformes en ligne Zoom IT News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues.